Now, we thank all the speakers at the opening ceremony, all the excellencies who took time to join and sent their representative, and especially the representative of UNICEF for doing their work relentlessly for the development of children worldwide. At this point in the program, we have the multisectoral panel to conduct. For the multisectoral panel to be moderate, may I please call on the stage Mrs. Ramata Almami Ambaye, Director of the Social and Human Sciences Sector of ISESCO, and Mr. Mohammed Hedi Shehili, Director of the Legal Affairs Department of ISESCO, to come and invite all the panelists for the multisectoral panel. Merci beaucoup. D'habitude, les hommes sont très courtois par rapport aux femmes. Aujourd'hui, en tant que femme, je serai très courtoise par rapport aux hommes. Sredi, s'il te plaît, je te laisse la parole pour annoncer les panélistes. Merci. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Okay. Donc, rebonjour. J'ai le plaisir et l'honneur de modérer le panel multisectoriel concernant la thématique de la santé mentale. J'ai le plaisir aussi d'appeler professeur Jalel Taoufik, professeur de psychiatrie à la faculté de médecine de Rabat, s'il vous plaît. Sous vos applaudissements aussi, j'appelle Madame Kenza Abourman, directrice du département de la jeunesse, ministère de la Culture, de la Jeunesse, de la Communication au Royaume du Maroc. Donc, le représentant, s'il vous plaît. Monsieur Omar Bouram, chef de service de la santé mentale et des maladies dégénératives, donc direction de l'épidémiologie et de lutte contre les maladies. Madame Maha Mounez, spécialiste du programme en santé mentale et égalité des sexes à l'UNICEF. Docteur Iman El-Menchawi, responsable VNU Nutrition et MNT, bureau de représentant de l'OMS. Cher professeur Omar Hali, conseiller du directeur général de la Fédération des universités du monde islamique. Et mademoiselle Hiba Touhemi, étudiante en master d'études diplomatiques à l'université Mohammed V de Rabat, vice-présidente chargée des relations internationales de la Jeune Chambre internationale. Donc, bienvenue encore une fois à ce panel multisectoriel. Donc, déjà, le profil, il est multisectoriel. Hein. On a des représentants des organisations internationales, des institutions publiques, mais aussi de l'université. Donc, bienvenue encore une fois. Je me permets d'introduire la thématique, en fait, pour dire que cette célébration de la journée de la santé mentale s'inscrit dans un cadre ou dans un contexte qui est marqué par la crise de la Covid. Donc, cette période nous a donné beaucoup d'enseignements et nous a poussé à repenser, à réfléchir encore une fois sur l'importance de la santé mentale, surtout si on la relie aux politiques publiques et surtout à la santé publique. D'un côté, nous savons très bien qu'avant la pandémie, il y avait déjà 1 milliard d'individus qui souffraient des problèmes de santé mentale. Et on sait très bien que 82% de ce 1 milliard vivaient dans des régions du monde à revenus faibles et intermédiaires. Évidemment, la Covid ou la pandémie de la Covid, elle a accentué le problème. Et on sait très bien que maintenant,
les cas de dépression et d'anxiété ont augmenté de 25 à 29%. Et donc, on a pu mesurer, grâce à la pandémie de la Covid, notamment l'impact que ça a sur la santé mentale. Mais aussi, ce n'est pas uniquement la Covid, mais c'est un contexte aussi marqué par les changements climatiques. Nous savons très bien que les changements climatiques influent, donc jouent sur la santé mentale, mais impactent négativement aussi la santé mentale, et ce qu'elle engendre aussi avec les flux migratoires et l'ensemble des effets psychiatriques sur les enfants notamment, mais sur les jeunes et les familles. Donc on a pu mesurer cet impact avec ce que le monde vivait de ce jour. Aussi un contexte qui est marqué par des conflits, par des guerres. Donc l'ensemble de ces éléments mettent encore une fois sur la table, ou remettent encore une fois sur la table, mais fortement, et avec une plus grande importance accentuée, la question de la santé mentale. La question de la santé mentale, Madame Ramata, Excellence, elle est aussi une question qui s'inscrit dans le cadre des politiques publiques. On est bien dans le cadre de l'accès à la santé. On est bien dans le cadre de la proximité de la santé. On est aussi dans le cadre de la prise en charge, de la couverture sociale. Donc c'est un ensemble d'éléments qui s'inscrivent avec une très grande importance dans le cadre des politiques publiques. Malheureusement, les budgets qui sont consacrés à la santé mentale, si on les prend à l'échelle internationale, par rapport aux budgets qui sont consacrés à la santé publique, représentent uniquement 2%. Et c'est un chiffre qui est préoccupant. Donc c'est une occasion aujourd'hui à l'ICESCO de remettre ou de renouveler le débat pour bien évidemment pousser les acteurs publics à ce que cette question soit aussi inscrite dans l'ordre de priorité en budgétisant, en préparant la budgétisation. C'est aussi finalement, c'est une question qui est liée aux droits de l'homme. Et c'est pour cela aujourd'hui l'intitulé de ce panel ou de cette conférence, c'est que la santé mentale, c'est un droit de l'homme universel. Je rajouterai aussi que c'est un droit universel et indivisible. Pourquoi c'est un droit de l'homme? Parce qu'en fait, il s'agit d'un droit à la santé. Donc c'est un droit créance à l'État. C'est que les citoyens aussi ont le droit de réclamer ce droit. C'est un droit aussi qui est constitutionnel. Et c'est un droit aussi qui est fondamental. Et c'est pour cela qu'il faudrait bien l'inscrire, étant donné que la santé mentale fait partie de la santé publique et qu'elle est aussi un droit de l'homme, mais aussi un droit de l'homme fondamental. Donc, toutes ces préoccupations nous poussent à réfléchir d'une manière très sérieuse, d'une manière très effective, en rassemblant l'ensemble des acteurs, des parties prenantes, pour qu'ils puissent nous éclairer sur l'ensemble de ces préoccupations. Madame Ramata, à vous la parole et je vous remercie. Merci Khedi pour cette description, je dis très émouvante aussi, qui montre l'importance de la santé mentale et son importance de l'inscrire dans les politiques, programmes également à tous les niveaux de la société. Et cet aspect multisectoriel d'ailleurs justifie l'organisation de ce panel inclusive et interministérielle, multisectorielle, justement pour pouvoir donner la voix à chacun des acteurs pour partager les expériences, identifier les bonnes pratiques, mais aussi voir un peu comment aller ensemble vers une initiative globale. Nous avons le plaisir d'avoir, bien sûr, c'est des experts, c'est des personnalités de haut niveau en matière de santé publique et de santé mentale. Je commencerai par professeur Jalal Toufir. Professeur Jalal est professeur de psychiatrie. Il est directeur de l'hôpital psychiatrique des Salés, mais également fait partie et président du Bureau des Nations Unies pour tout ce qui est lutte contre la toxicomanie. Je pense que si je me trompe, professeur, vous pourrez me donner beaucoup plus de précisions. Alors la question, professeur. La communauté internationale a l'impression qu'il y a une prise en compte un peu tardive de l'importance de la santé mentale. Pouvez-vous nous donner une petite idée sur cette impression que la communauté internationale a, ce qui justifie cette impression et quels sont les efforts qui ont été faits pour positionner la question de la santé mentale justement dans les politiques et programmes? Merci. Merci beaucoup,
madame, et puis je vous remercie de votre invitation. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être avec vous, d'autant plus que le sujet me touche particulièrement, parce que je travaille dans ce domaine depuis maintenant 36 ans, et que j'ai vu des malades et des familles passer avec leurs souffrances. Alors, vous avez remarqué que pendant les discussions, surtout pendant les interventions, on a basculé. Au départ, vous avez parlé du bien-être et vous avez bien fait la différence entre le bien-être et les problèmes de santé mentale. Et puis après, on est passé dans un autre discours où on a mis un peu le doigt sur les troubles mentaux et sur leur prévalence dans le monde et sur l'impact et le fardeau que cela entraîne. Puis après, dans un autre discours, on a plutôt parlé de l'handicap mental et on a cité un certain nombre d'handicaps mentaux chez l'enfant. Puis un autre discours, on a parlé de la prévention et du bien-être, notamment de la promotion des habiletés, des attitudes positives chez l'enfant et chez l'adolescent et comment on peut faire de la prévention. Alors vous voyez qu'on passe au fait d'un sujet à un autre et c'est là le grand problème. Le grand problème, c'est un problème d'abord de concept, un problème de définition. Parce que malheureusement, on confond toujours le bien-être et la santé mentale dans son acception limitée. La santé mentale a deux acceptions. Une acception beaucoup plus globale, qui est celle qui est une sorte de continuum, c'est-à-dire depuis que vous êtes dans le ventre de votre maman jusqu'au moment où vous rendez l'âme, à travers les âges, vous êtes exposé à la vie. Et vous êtes exposé à l'adversité de la vie. Vous êtes exposé... vous êtes appelé à interagir avec la vie, à trouver des solutions pour vivre avec le moins de dégâts possible. Parce qu'au fait, la vie, c'est quoi? La vie, c'est naviguer à travers l'adversité avec le moins de souffrance possible. Ce qui fait ce moins de souffrance possible, c'est l'équilibre entre deux choses. L'équilibre entre des facteurs environnementaux qui vous protègent et des facteurs de nos vulnérabilités qui, d'abord, trouvent leur racine dans votre cerveau, qui vous êtes. Nous sommes différents, nous avons des cerveaux différents. Donc nous avons un portage héréditaire différent, nous avons des gènes différents, nous avons une neurobiologie différente. Et puis nous avons surtout des cultures, des environnements et des vies avec des traumatismes particuliers. Alors la manière avec laquelle ce cerveau, cette vulnérabilité va interagir avec l'environnement, avec ce qu'on appelle les déterminants environnementaux et socio-économiques, les facteurs protecteurs, les facteurs de risque, comme les traumas, comme la violence, comme les viols, comme les attouchements chez l'enfant, comme la violence domestique, comme les ruptures familiales, les ruptures de liens, comme la pauvreté, comme la précarité, comme l'urbanisme sauvage, comme les guerres, comme la Covid-19, qui n'est pas terminée, parce qu'on va en voir les conséquences dans quelques années. Il faut savoir que les conséquences des traumatismes importants, comme les séismes et comme... on a pu voir comme la Covid, c'est des conséquences qui sont sur le moyen terme et le long terme. Pour revenir à votre question, pourquoi je vous ai parlé de tout ça? Parce que c'est justement cet imbroglio, c'est cette confusion qui fait que les intervenants dans le monde entier ne sont pas tranchés, que les politiques ne sont pas tranchés, parce qu'il y a un continuum, parce qu'il y a des chevauchements, parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des interconnexions. Et ce qui caractérise aussi la santé mentale dans son acception médicale, c'est-à-dire qui a trait aux troubles mentaux, c'est un héritage. C'est-à-dire que nous avons, au XIXe siècle, au XXe siècle, on a vécu des essais d'interprétation des troubles mentaux qui, comme vous le savez, s'expriment surtout par des troubles du comportement, je parle dans les formes sévères, par des troubles du comportement, par des incohérences, par des troubles de jugement, des troubles du raisonnement, etc., et qui ont trouvé leur explication dans des aspects culturels et aussi dans des aspects psychologiques qui reposaient sur des théories qui, aujourd'hui, ne sont plus sur la table, depuis qu'on a compris un peu comment le cerveau fonctionnait, comment ce cerveau interagit avec l'environnement. Alors, c'est cette confusion, c'est cette manque de clarté qui a fait que des interprétations culturelles ont fait le lit d'action. Et donc, on s'est occupé un peu des gens qui ont des problématiques mentales à travers des prismes, à travers un angle qui n'est pas du tout un angle qui est celui qui est basé sur l'évidence scientifique, qui est basé sur la science, mais plutôt sur des croyances, sur des représentations culturelles, sur des schémas mentaux en fonction des cultures dans le monde. Et c'est ça qui a marqué
ce retard énorme, avec comme corollaire une très grande stigmatisation, le fou, le malade mental, l'handicapé mental, est aujourd'hui dans le monde, dans certains pays, vit comme un pestiféré, comme un citoyen de seconde zone, comme quelqu'un qui est relégué au second plan, comme quelqu'un dont on ne veut pas, qui est porteur de honte. Et cette stigmatisation, cette discrimination, cette manière aussi, ce manque de connaissance, de sensibilisation de la population mondiale dans beaucoup de pays, fait que le malade mental souffre de, le rejet de la société, le rejet de la communauté, le très peu d'accès aux soins. Quand bien même il se sait malade, c'est l'accès aux professionnels qui pose problème. Quand bien même il a accès aux professionnels, très souvent, les interventions thérapeutiques ne reposent pas forcément toujours sur des fondements scientifiques, alors que normalement, il a le droit, comme tous les malades, comme les diabétiques, comme les hypertendus, à avoir un droit à des interventions thérapeutiques basées sur la science. Et heureusement que nous avons dans notre pays l'article 34 de la Constitution qui parle des populations vulnérables, et notamment des malades mentaux, comme étant des citoyens qui ont le droit à des interventions thérapeutiques basées sur l'évidence scientifique. Ça, c'est le côté médical. Mais qui ont aussi, et qui doivent aussi, profiter des interventions de prévention qui vont du bon suivi de la grossesse, d'un bon accouchement, d'une bonne prime enfance, d'une nutrition, bien dormir, les habiletés, tout ça, jusqu'à la prévention à la préadolescence et à l'adolescence, de comportements d'usage de drogue, jusqu'aux seniors et la prise en charge des seniors spécifiques. Merci, professeur, pour ce fort plaidoyer sur la nécessité de la prise en charge et de la prise en compte de la santé mentale, comme n'importe quel autre problème de santé publique, tel que le diabète, vous l'avez dit, l'hypertension. Et merci aussi pour ce plaidoyer fort sur la nécessité aussi de respecter les droits humains des personnes souffrant de santé mentale. Merci encore, professeur. Le professeur a une petite contrainte horaire. Il a vraiment fait exception pour venir honorer de sa présence cet événement. Nous savons que vous avez des contraintes, professeur, et merci encore. Juma Moubaraka, et je pense qu'on peut vous libérer avec la permission, bien sûr, du directeur général. Et nous allons continuer la session. Seydi, c'est pour la suite. Merci encore une fois, professeur, Madame Ramata. Donc, je passerai à une question collective posée à nos panélistes, Madame Kenza, Dr Omar, Madame Maha, Dr Iman et Dr Omar Hali. Donc, la question, en fait, elle concerne ce qui suit. En fait, on estime que certaines données mettent en relief la vulnérabilité spécifique aux troubles mentaux et l'impact des crises, telles que la Covid-19, sur la santé mentale des enfants, des jeunes et des femmes. Comment est-ce que le bien-être mental de ces catégories sociales, je parlais bien des enfants, des jeunes et des femmes, est-il pris en compte par vos entités spécifiques? Je donnerai d'abord la parole à Madame Kenza Bourman, directrice générale. Vous avez 4 minutes, s'il vous plaît. Madame Kenza. Merci, monsieur. C'est moi qui remplace. Merci. صباح الخير للجميع. معكم جلول الذهبي ممثل وزارة الشباب والثقافة والتواصل قطاع الشباب. يشرفني ويسعدني كثيرا أن أنوب عن السيدة كنزة بورمان اللي لقات الكلمة بهذه المناسبة نيابة عن السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، وعندنا انشغالات كثيرة فلعل المانع خير. بهذه المناسبة ما دامت الترجمة متاحة في هذا اليوم العالمي اللي كيصادف 13 أكتوبر من كل سنة، وهو الاحتفال باليوم العالمي للصحة النفسية أو كما يسمى البعض بالصحة العقلية. ففي هذا الإطار وامتدادا للسؤال المطروح حول هذه الظاهرة، وهي ظاهرة عالمية، فبالنسبة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل في شخص مؤسسات ديال دور الشباب وفضاءات الشباب مراكز حماية الطفولة والأندية النسوية ورياض الأطفال، كتخصص هذه المؤسسات كلها برامج ديال التثقيف الصحي
بشراكة بطبيعة الحال بتعاون مع وزارة الصحة وبمعية مجموعة من الشركاء والقطاعات المتدخلة. فمؤسسات دور شباب نعطيكم فكرة عليها، هي عبارة عن مؤسسة اجتماعية ثقافية تربوية فنية تسدي خدمات جليلة للأطفال واليافعين والشباب، وتهتم بتقديم الإدماج أو خدمات ديال الإدماج السوسيو الثقافي والسوسيو اقتصادي لفائدة عينات الشباب سواء داخل المدار الحضري أو المدار القروي، كما تساعد الأطفال على تفتح شخصياتهم. هذا بالإضافة إلى خلق واحد التواصل دائم مع المحيط، خصوصا أن هذه المؤسسات تتواجد في أغلبيتها داخل مدارات أو أحياء شعبية. فانطلاقا من المرسوم المنظم لمؤسسات دور شباب اللي صدر أخيرا في 3 أغسطس 2022 واللي كيحصر أدوار ديال المؤسسات ديال دور شباب في 4 ديال الأدوار، هي ضمان التثقيف أو التأطير التربوي، ثم هناك تنمية المهارات بالإضافة للتثقيف والتنشيط السوسيو-ثقافي والتربوي، بالإضافة كذلك إلى محور خاص بخدمات ديال تنمية المهارات الإبداعية وابتكار لدى الشباب بصفة عامة. فربطا أو ارتباطا بموضوع الصحي في شخص الصحة النفسية، فوزارة الشباب والثقافة والتواصل ارتبطت في هذا الإطار هذا مع وزارة الصحة منذ سنة 2012 في إطار اتفاقية شراكة وتعاون في موضوع تعزيز صحة اليافعين والشباب من خلال برمجة مجموعة ديال الأنشطة داخل مؤسسات ديال دور شباب، وآخرها أننا اشتغلنا في إطار تجربة نموذجية في بعض الجهات، خصوصا الجهة ديال مراكش الأسفي وجهة ديال فاس مكناس، بالإضافة إلى جهة الرباط سلق نطرة، حول موضوع دعم القدرات أو تعزيز القدرات النفس الاجتماعية لدى اليافعين والشباب. فهذه التجربة تبلورات داخل مؤسسات ديال دور شباب بشراكة وبتعاون بطبيعة الحال مع مجموعة من الأطباء مشكورين، وبشراكة كذلك مع مراكز ديال صحة الشباب، من خلال تخصيص حصص دائمة للاستماع للمشاكل النفسية بالأخص اللي كيطيحوا فيها الشباب واليافعين على وجه الخصوص. ومن حين هاد الأندية أو هاد نقط الاستماع اللي مركزة داخل هاد 3 جهات كتجربة نموذجية في أفق تعميم ديالها داخل مجموعة ديال المؤسسات الصعيد الوطني واللي بالغة حاليا ما يفوق على 672 مؤسسة. فنحن نطمح إلى ترسيخ هذه المهارات الحياتية، مهارات ديال التفاوض، مهارات حل المشاكل لدى الشباب، مهارات ديال التواصل، مهارات ديال تعزيز القدرات ديال أنماط العيش السليم إلى غير ذلك من المهارات اللي كنحاولوا نعطيوها الشباب عن طريق بلورة مجموعة من الأنشطة الثقافية، منها لقاءات، منها حوارات، منها منتديات خاصة بالشباب. كذلك هناك أنشطة ديال الإبداع، مثلا المسرح، الموسيقى، الفنون التشكيلية، محترفات ديال الإبداع والابتكار إلى غير ذلك من الأنشطة الإبداعية اللي كتساهم وكنعتبروا كآلية من الآليات التي يتم التركيز عليها من خلال أطر العاملة بمؤسسات الشباب في إيصال خطابات ديال التوعية والتحسيس بهذه المشاكل ديال الظاهرة الصحية أو الصحة النفسية والصحة ديال تعزيز صحة الشباب بصفة عامة. فطموح هو كبير جدا، فنحن على المسار وحاليا نشتغل على إعداد واحد البرنامج اللي غادي ينطلق تقريبا من سنة 2023 في هذا السنة هذا، وغادي ينتهي إلى غاية 2023، واللي فيه مجموعة من المحاور ومن ضمنها تعزيز الصحة النفسية لدى اليافعين والشباب. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا سيد المدير على هذا يعني إبراز دور وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مرافقة هذه الفئات، يعني نتحدث عن الشباب فيما يتعلق بالحفاظ على الصحة النفسية
نفس السؤال je le pose donc c'est Omar, docteur Omar Bouram. Donc comment est-ce que le bien-être mental des jeunes, des femmes et des enfants est-il pris en compte par vos entités spécifiques? C'est Omar, à vous la parole. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tout d'abord, merci pour l'invitation et je tiens vraiment à vous remercier d'avoir également choisi la thématique de la santé mentale et d'avoir fait le lien entre la santé mentale, des enfants, des jeunes, des femmes et de la famille parce que tout est lié. Alors concernant la première question qui a été posée des situations de catastrophe et d'urgence humanitaire et la santé mentale, comme c'est le cas pour nous au Maroc après le séisme. Effectivement, et d'ailleurs ça a été dit par le professeur Jalal Tawfiq, il y a des déterminants de la santé mentale. Entre autres, l'environnement social et physique où vit la personne. Donc, les situations de catastrophe, c'est une situation qui peut affecter la santé mentale à court terme et à moyen et même à long terme. Et pourquoi? Parce que tout d'abord, ce qu'on constate, c'est qu'il y a, disons, une certaine désorganisation de tous les systèmes de soutien naturel qui sont déjà en place. C'est-à-dire le réseau social de la personne avec sa famille, ses amis, ses camarades de classe pour les élèves et les proches pour toute personne. Donc ça, c'est très important parce que le soutien social, c'est un déterminant important de la santé mentale. Donc une fois que la source de soutien social a été donc perturbée et arrêtée, on doit s'attendre à des problèmes au niveau de la santé mentale. Heureusement, beaucoup de symptômes, quand on parle au début de symptômes qui affectent la santé mentale suite à une situation d'urgence, ils sont résolutifs spontanément parce qu'il y a des mécanismes de résilience chez la personne qui fait qu'elle est en mesure de faire face et de s'adapter. D'ailleurs, vous l'avez dit, la santé mentale, c'est la capacité, le bien-être qui nous donne cette capacité de faire face aux situations stressantes, aux événements stressants de la vie. Donc, il y a des personnes qui sont plus résilientes que les autres, mais il y a des personnes qui vont avoir besoin d'un soutien. C'est pour ça que, en matière de réponse à ces situations, on parle de santé mentale et soutien psychosocial. Et donc, c'est stratifié, les experts sont avec nous. Ce sont des interventions qui sont stratifiées, qui sont codifiées par les organisations internationales humanitaires et l'OMS. Et donc, c'est des interventions en fonction des besoins. On peut avoir uniquement besoin d'avoir accès aux prestations sociales de base et aux besoins élémentaires, l'eau, l'électricité, l'hébergement, etc. Tout ça, tous ces besoins à caractère social, ils ont un impact sur la santé mentale et sur la sécurité. Donc, le fait de se sentir en sécurité, ça procure un sentiment de bien-être et l'inverse est vrai. Donc, il y a un premier niveau pour répondre à ces situations, d'abord de satisfaire les besoins élémentaires. Et bien sûr, satisfaire les besoins élémentaires tout en préservant la dignité et les droits de ces personnes. Parce que quand la dignité, par exemple, n'est pas respectée, même si vous apportez un soutien pour les personnes, soutien social, le résultat final ne sera pas, c'est-à-dire comme escompté, très positif. Et puis, il y a un autre niveau où les besoins vont être apportés à la famille et à la communauté. Pourquoi? Parce qu'ils sont source de soutien. Donc, il faut les renforcer. Et bien sûr, il y a plusieurs interventions. Je ne vais pas entrer dans les détails techniques. Par exemple, le fait d'avoir ce qu'on appelle les espaces amis d'enfants.
où on va mettre en place un certain nombre d'interventions, de services à caractère récréatif, éducatif, ludique, etc. Ça permet de sauvegarder, de protéger, de promouvoir la santé mentale des enfants, puisqu'on est en train de parler d'enfants. Et puis, il y a d'autres interventions qui peuvent être faites par des professionnels ou même des non-professionnels, mais qui sont formés, par exemple, premier secours psychologique, d'ailleurs, qu'on doit faire. Et heureusement, au Maroc, on a donc plusieurs interventions de ce type ont été déjà faites. Et puis, bien sûr, en fin de compte, il y a les soins spécialisés, mais qui sont réservés à une minorité parce que la majorité, en fait, des personnes, ils s'en sortent vraiment avec un gain sur le plan d'expérience personnelle, c'est-à-dire une situation où il a confronté une situation stressante qu'il a pu dépasser. Ça fait un plus dans son capital, disons, d'expérience positive. Voilà, Merci beaucoup, docteur Omar, pour ces belles notes, cette explication de la question, notamment la prise en compte des catégories jeunes, femmes et enfants dans le cadre donc, d'un contexte de vulnérabilité lié aux troubles mentaux et aux crises. Donc, je poserai aussi la même question à Madame Maha Mounet de l'UNICEF. Donc, la même question concernant le rôle ou la prise en compte par vos entités spécifiques de ces catégories, notamment en ce qui est lié toujours à l'impact des crises telles que la Covid-19. Madame Maha, à vous la parole. Thank you very much, Mr. Muhammad and Mrs. Ramata and the organizers for this very important topic. I think I'd like to start by recognizing that when we talk about human rights, we're also talking about child rights. And with International Day of the Girl, celebrated earlier this week on the 11th of October, I remember a girl in Syria, in a refugee camp, who had also been impacted by the earthquake, compounded experiences. And what she told me was a program that we had, a simple safe space, offered her the opportunity to tell her secrets to somebody and to have them listen. And so recognizing that human rights sometimes means being responsive to what people actually needs. And Amina was actually receiving that assistance. But then what do we mean when we talk about human rights as a right to health? We certainly don't mean that this is the absence of infirmity. We've all agreed to that. In fact, what we're talking about is a sense of well-being. But we know that 50% of mental health conditions are onset by the age of 14 years. 75% by the age of 24. And that leaves us with a relatively short period to be able to ensure that the support from family, institutions, community is there for the child. And as you said, this means that we need to be sure that health is about positive life outcomes throughout the life cycle. And that it is multisectoral in nature, so that it includes protection, it includes health, social well-being, it includes nutrition, so that when we come to look at the child, it's the child as a whole. At UNICEF, we say, in terms of mental health programming and gender equality programming, meet the child where they are at. And what we mean by that is very simply, what is their stage of social, emotional, cognitive, physical development?
What's the relationships that they have with adults and their friends? The child who is in a home where the mother is being abused has a co-occurrence of violence, and this will likely continue intergenerationally through their life and their choices as adults. Also in the spaces, we meet children where they are in the spaces where they grow and play, in schools, ensuring adequate and quality education, including early childhood education, and then ensuring that we are meeting them in their communities and with policies that prioritize their needs and child rights. It's an issue of interpersonal, intrapersonal, and I really appreciate the life skills components, how to negotiate, how to communicate, how to stand up for yourself, how to know yourself as a person growing up. These are so, so critical. But it's also about ensuring that children have a place that is safe, a safe space, that they have time to sleep so they can dream and recover, and that sleep and dependence on drugs and risky behaviors doesn't become a way of escaping their life, but a place where they can dream for their full fulfillment. When we talk about meeting children where they're at, we also talk about them having both psychological and physical sense of safety. So I look forward to being able to share with you all some of the materials that we have on #OnMyMind. We have there a UNICEF a Global Accelerated Initiative with many materials and products. We have Helping Adolescents Thrive initiative with WHO. We have the EQUIP program for training teachers and social workers and people in the social workforce, as well as minimum health and psychosocial service package for humanitarian settings, which means that UNICEF can be a partner across the region and in Morocco in difficult times and as child is growing up and being nurtured by family and community. And we look forward to continued partnership with ISC SCO to be further developed over time. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Mahamouna. Je passe aussi la parole je donne la parole à Dr. Imen Menchewi de l'OMS. C'est toujours la même question. Donc, comment est-ce que le bien-être mental des jeunes, des femmes et des enfants est-il pris en compte par vos entités spécifiques? Dr. Imen Menchewi, à vous la parole. Merci beaucoup et je remercie les organisateurs de cet événement grandiose d'avoir donné l'occasion à l'OMS de participer, parce que l'OMS donne une importance à la santé mentale tout au long du cycle de la vie. Pas seulement les jeunes et les adolescents, mais tout au long du cycle de la vie, en mettant l'accent sur les populations vulnérables qui sont les enfants, les adolescents, les femmes et les gens âgés. Alors, permettez-moi tout d'abord de rappeler la définition de la santé mentale que l'OMS a dans sa constitution depuis sa création. Elle considère la santé en général comme étant le bien-être physique, mental et social, non pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, il n'y a pas de santé sans santé mentale. L'OMS agit selon son 13e plan d'action qui s'étale de 2019 jusqu'à 2023 et qui a été prolongé jusqu'à 2025 et qui repose sur 3 piliers. Le premier pilier concerne la couverture sanitaire universelle et bien sûr, la santé mentale a un rôle essentiel dans ce volet. Le deuxième pilier concerne la protection contre les urgences sanitaires et
On parle de la COVID-19 et ses conséquences néfastes sur la santé mentale. Et le troisième pilier concerne le bien-être de toute la population, et ceci à travers l'intégration de la santé mentale dans les plans d'action multisectoriels, et surtout en mettant l'accent sur les établissements de santé primaires pour qu'ils aient un rôle dans la santé mentale, parce qu'ils sont le premier contact avec la population et les patients. En fait, l'OMS, elle offre son support technique et financier aux États membres pour les accompagner selon plusieurs étapes, commençant par la gouvernance et l'élaboration des politiques sanitaires, et puis la déclinaison de ces politiques en stratégies et plans d'action pour la prévention et la prise en charge des problèmes sanitaires, et bien sûr la santé mentale en premier lieu, et les maladies non transmissibles aussi, parce que la santé mentale fait partie des maladies non transmissibles. Puis vient le rôle de la surveillance et le monitoring, qui est très important pour savoir si ces stratégies et ces politiques sont efficaces et aboutissent à ce qu'on voulait. Et n'oublions pas le rôle de la recherche scientifique qui nous offre des données prouvées scientifiquement et sur lesquelles on peut se baser pour élaborer les plans d'action et les stratégies. L'OMS n'oublie pas aussi que le personnel qui travaillent à l'OMS, le staff, sont des êtres vivants qui peuvent avoir aussi des problèmes de santé mentale, et offre un soutien à son staff en leur montrant où ils peuvent rechercher le soutien et la possibilité de continuer à travailler et être productif tout en étant bien soutenu. Bien sûr, tout ceci par l'élaboration d'outils et directives. J'espère qu'on aura l'occasion de parler de ça un peu plus tard, si vous voulez. Merci. Merci beaucoup, Dr Imen, de l'OMS, et le rôle que joue votre entité, bien évidemment, dans la prise en compte du bien-être mental des jeunes, des femmes et des enfants, tout comme l'UNICEF, tout comme les acteurs publics, notamment le ministère de la Jeunesse et les autres ministères concernés et intervenant en la matière. Donc maintenant, je me permets de passer la parole aussi à Madame Hiba, qui est représentante des jeunes. Et je vous pose la question suivante, Madame Hiba, si vous permettez. Donc, en tant que jeune et étudiante, est-ce que la santé mentale est une préoccupation de vos pairs? Est-ce qu'il s'agit d'un sujet que vous abordez entre jeunes et au sein de vos organisations et associations? Tout d'abord, je voudrais remercier vos excellences, les participants, et surtout Madame Ramata de croire en moi pour présenter la jeunesse. Alors pour moi, cette question est une question très symbolique. Quand on parle de la préoccupation de la santé mentale, mais pourquoi déjà on se pose la question si la santé mentale est la santé? C'est un droit fondamental, c'est un droit de l'homme. Permettez-moi, cher auditoire, de mentionner quelques points. La santé mentale a été mentionnée dans l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme, dans l'article 12 du pacte économique relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, l'article 24 de la Convention des droits de l'enfant et aussi l'article 12 de la CEDAW. Comme vous le savez, dans la vie, il n'y a pas d'arbitraire. Et s'il y a des règles et des droits, c'est que franchement et honnêtement, la santé mentale doit être prise en compte. Alors, pour parler s'il y a cette préoccupation de la santé mentale pour les jeunes, je peux dire haut et fort que oui, parce que les statistiques font peur malheureusement. Imaginez, un jeune sur 7, âgé de 10 à 19 ans, est impacté par un trouble mental. Moi, puisque je suis représentante de la société civile, je permets aussi de parler sur quelques initiatives que la Jeune Chambre internationale a fait en ce sens. La Jeune Chambre internationale, permettez-moi premièrement de l'introduire, c'est une organisation non gouvernementale internationale qui travaille en faveur du leadership des jeunes. Qu'est-ce que nous faisons pour la santé mentale?
Premièrement, nous faisons des ateliers qui expliquent, par exemple, qu'est-ce que la santé mentale. On fait, par exemple, l'écriture de la méditation, de la peinture et d'autres exemples. En fait, je peux dire tout simplement que les jeunes sont réellement conscients. Et je tiens à remercier tous les podcasts qui maintenant circulent sur Internet, qui font le point sur la situation des jeunes en matière de la santé mentale. Merci. Ben, bravo, bravo. Écoutez, c'est une voix très forte. Comment l'ISESCO peut ne pas croire à la jeunesse? C'est justement cette énergie, cette force et cette conviction et cette détermination dans la présence qui fait que le directeur général de l'ISESCO accorde une importance capitale à la jeunesse. C'est ce qui fait qu'à ce jour, je pense que nous sommes à quelques 27% de jeunes dans les RH de l'ISESCO, dans le staff de l'ISESCO. Nous avons le programme des jeunes professionnels de l'ISESCO qui a été initié par notre collègue Reddy dans la direction des affaires juridiques. Nous avons le programme des jeunes ambassadeurs de la paix qui a été mis en place par le secteur des sciences humaines et sociales. Ils sont 80 venant de 50 pays. Nous avons également les différents groupes et cadres de jeunes qui sont initiés par nos autres collègues des différents secteurs de la prospective, des sciences et technologies. Juste récemment, il y a moins de 2 semaines, une grande conférence s'est tenue à Azerbaïdjan, réunissant un peu plus de 1000 jeunes venus d'un peu partout dans les secteurs scientifiques. Ça a été le même cas quand on a lancé l'année de la jeunesse au Caire, sous le haut leadership patronage du président de la République Sisi. Et voilà, donc l'ISESCO croit à la jeunesse et vraiment l'exposé que vient de faire Hiba nous confirme encore une fois de la nécessité de les avoir parmi nous. Merci encore. Alors, last but not least, nous allons passer la parole à notre collègue, frère, professeur Omar Kheli, qui est le conseiller du directeur général pour la Fédération des universités du monde islamique. Madame Iman a parlé de la question de la recherche qui est fondamentale. Nous avons parlé de la question du positionnement de la question de la santé mentale à travers ces différentes déclinaisons. Professeur Toufir nous a parlé un peu de différents niveaux, également de différentes formes. Le bien-être n'est pas la santé mentale, l'accompagnement psychosocial est une autre dimension. Et tout ceci contribue juste pour que cet humain, qu'il soit enfant comme personne âgée, puisse être bien, se sentir bien, pouvoir interagir avec un certain équilibre à travers ces relations interpersonnelles. Alors, professeur, la question est double pour nous. La question est double par rapport à la place, justement, de la recherche et de l'enseignement des universités, la place que les universités donc, accordent à la question de la santé mentale. Et bien sûr, en tant que staff de l'ISESCO et leader aussi de l'ISESCO, est-ce que vous pouvez partager avec nous un peu le positionnement, la place que l'ISESCO accorde justement à la question de la santé mentale, de l'accompagnement psychosocial et bien sûr du bien-être. Merci. شكرا دكتورة رماتا. شكرا دكتور هادي. أنا سعيد جدا بأن أكون معكم في هذا اللقاء. لقاء تأتي أهميته من كونه يثير هذه المسألة، مسألة الصحة عموما والصحة النفسية بوجه خاص. أنا لست متخصصا في موضوع الصحة النفسية، ولكن يمكن أن أقول من خلال الاطلاع على بعض الأشياء التي تهم البحث العلمي وتهم ما ينشر حول هذا الموضوع، ويستند في أغلب الأحيان على ما تقوم به منظمة الصحة العالمية أو اليونيسيف أو بعض قطاعات مثل وزارة الشباب أو وزارات أخرى، وزارة التضامن، هو أن الصحة النفسية أولا وقبل كل شيء هي ذلك الشيء الذي يمر في الردهات، وأنه ليس معلنا بشكل يمكن دراسته كما قالت الأستاذة مها، ويمكن اعتماده بالشكل الأوضح. بالإضافة إلى ما أشار إليه الدكتور قبل قليل، هو أننا نخجل عموما في المجتمع، نخجل من أجل هذه المقاربة أو من أجل الاقتراب منها، ثم من أجل الإعلان عنها. ولذلك والشباب يمكن أن يحسوا بهذا الأمر أكثر، لذلك قلما نلتفت إلى هذه الأمور، لأنها لا تهم الصحة بالمفهوم العام، بل تهم الصحة النفسية التي إن أردنا تعريفها سيصعب علينا، لأنها تقع بعد الخروج من الاجتماع وبعد المرور من
من مكان العمل إلى المنزل، وبعد الخروج نحو المجتمع، وبعدما نتوجه إلى مجالات جديدة. صدقوني هناك قضايا كبرى مرتبطة بالصحة النفسية، وهذا ما يقوم به بعض الباحثين معنا اليوم، وأنا سعيد بأن أكون مع الأستاذة رمطة التي تهتم بخلق شبكات للتفكير في هذا الموضوع. صدقوني بأن طالبا اليوم في المغرب وفي غير المغرب عندما يأتي من منطقة نائية في تونس مثلا، يجي من ضواحي صفاقس يذهب لتونس، أو يجينا من تين جداد ويختار ليتابع دراسته في الطب مثلا، وينجح لأنه متفوق في البكالوريا ويلتحق بمدينة مثل الرباط أو الدار البيضاء. ليس هناك مواكبة ولا استقبال، وتكون هناك أعطاب نفسية في كثير من الأحيان ينتج بعضها عن تلك الصدمة. كتعرفوا سكو لي فرونسي ابل بريزي لا غلاس، ذلك المرور من مرحلة عمرية إلى مرحلة أخرى، من مرحلة حياتية إلى مرحلة أخرى. احنا ملي كنا صغار الأستاذ الفاضل يتكلم على دور الشباب، كانت دور الشباب تلعب دورا أساسيا في المواكبة. اليوم في أغلب الأحيان ومع التواصل ومع الانترنت ومع استعمال هذه الأدوات التي لم تعد تفارقنا، كتعرف الواحد يمكن يرجع للدار، إلا مشى حتى بغى يخرج على الدار ينسى التليفون ديالو بوحدو ولا شكر، لا يمكن أن يعود إلا لهاتفه. وبالتالي هناك عزلة اليوم تجعل ذلك الطالب الذي ينتقل نحو الجامعة في حاجة إلى البحث العلمي، إلى الباحثين، ولكن كذلك إلى بعض الأنوية، إلى أنوية تستقبله وتساهم معه في خلق ذلك التواصل وصيانة أو استباق صيانة وصون تلك الصحة النفسية التي دونها. بالطبع أعطابها تكون في أغلب الأحيان خفية لا تعلن بشكل مباشر. بالطبع احنا ما كنتكلموش على اللي خصو راه مشي للوبيتال ولا مازال ما وصلنا لهذه المرحلة. فالأعطاب النفسية المتولدة على ذلك، معي الدكتور جمال الهاني كيعرف هذا الشيء كثير، لأنه كانوا كيستقبلوا الطلبة كل سنة في الكليات. أعطابها تحتاج إلى الدراسة. في المرحلة الثانية أنا بالطبع لا أريد أن أدخل في التفاصيل، أشرتم الدكتور هادي والإخوة أشاروا الكوفيد. كوفيد جاءتنا كيف كيقولوا المغاربة على بغتة، ولم نكن مستعدين لكي نغير حياتنا، فأثرت فينا نفسيا وسببت لنا العديد من المشاكل التي لم نكن مهيئين لها. منها على سبيل الدعابة قال المغاربة وكانوا يتداولون، جاءت كوفيد فقال أحدهم أريد أن أتعرف على نفسي، بل أريد أن أتعرف على أفراد أسرتي وعلى من أعاشرهم في دراستي أو في ما أعيشه يومي. هذه الأشياء كلها تحتاج منا إلى إعادة الاعتبار، أولا للتحليل النفسي، للبحث العلمي في هذا المجال. ولكن مشكلتنا في البحث العلمي، وقد تدركون ذلك معي، هو أننا فيه الجانب النظري وفي علم النفس وما إلى ذلك، ولكن هناك الجانب الأقوى الذي هو الجانب التطبيقي الذي أشار إليه الدكتور، هو اللي في مستشفى الرازي هم الذين يستقبلون الحالات حقيقة ولديهم تقنيات رغم في بعض الأحيان قلة الوسائل. عندما تكون هناك اهتزازات، بالطبع كندوزوا دابا الزلزال مثلا أو هزة أو ما وقع في ليبيا، تكون تلك الرجة، ولكن في كثير من الأحيان بعد الدعم اللوجستيكي يكون هذا الدعم المهتم بالصحة النفسية إما خافتا أو منسيا أو مؤجلا، الشيء الذي يؤثر. صدقوني نحن رغم ما وقع مثلا في الحوز هذا الزلزال الأخير، الحمد لله المغاربة أبانوا، ماشي غير المغاربة والشركاء كذلك، أبانوا عن بعد إنساني قل نظيره. ولكن بعد ذلك يظل الناس بعد شهر بعد شهرين في حاجة إلى، لأن ليس من السهل أن تكون نائما وأن يسقط السقف فوق رأس أهلك وأسرتك، وما لذلك من أثر. أنا أعرف بعض الزملاء الذين عاشوا زلزال أكادير في 1960، يعني شحال هذه من سنة، 60 عام، وما زالت آثار تلك اللحظة قابعة هناك وما زالت تطفو إلى السطح. البحث العلمي علينا أن نقوي، معنا الأستاذ هاني كعرف هذا الشيء. بالطبع شعب علم النفس لا بد أن تتقوى، ولكن علم النفس التطبيقي لا بد العودة للتنشئة الاجتماعية من الطفل، نهتم بهذه الأشياء إلى الشباب،
ثم إلى الكهول. أشارت الأستاذة بأن مسألة الصحة النفسية ما أحوجني أنا إلى الاهتمام بنفسي وبهذه الصحة النفسية. إذا الصحة النفسية إذا أردنا أن نعرفها سنقول إنها الكثرة الكثيرة. فيما ضربتي غادي تلقى بأنها تهم الحياة بمختلف تفاصيلها، بمختلف مستوياتها، في مكان العمل مع الزملاء، المشترك، في بعض الأحيان الواقع النفسي الذي قد يحدثه خلاف بسيط أسري أو في مجال العمل أو ما إلى ذلك، قد يؤثر على ذلك التوازن الذي نصب إليه وعلى تلك الصحة. لذلك أقول بأننا مدعوون، وهنا أعود إلى رماتا مشكورة الدكتورة رماتا، مسألة خلق الشبكات في البحث العلمي أمر أساس، لأنه حتى في النهاية هناك جوانب كما قلت نظرية، وهذه مهمتنا في الأيسيسكو في اتحاد جامعات العالم الإسلامي، وأن نخلق أن نصبح نقطة جذب لخلق ذلك التراكم الذي يسمح لنا بأن نتدخل الإنصات الشباب. واليوم نحن في حاجة كذلك، لأن نراعي بأن التواصل تغير تغيرا جذريا لا يمكن ولم يعد ممكنا، وليس من المعقول ولا من المنطقي أن نعتمد على المقاربة التقليدية. وقال لي أحد الشباب قبل شهر، قال لي قلت للتفاهة وأصبحت التفاهة شائعة اليوم، فقال لي استعملوا أساليب يستعملها التافهون لتستقطبوننا. يعني علينا أن نلجأ إلى وسائل جديدة كي نهتم بالشباب، كي نقترب منهم وكي ننصت لهم، ولكن كذلك لكي نتدخل في مجال نفسي. وتعرفون ما معنى نفسي؟ صعب زئبقي يصعب التمكن منه، لذلك يحتاج إلى نفس طويل. ليس هناك باغيت ماجيك، ليس هناك عصا سحرية، هناك عمل. والبحث العلمي في هذا الصدد يجب وفي إطار الشبكات أن يساير هذه الأشياء، وأن يكون منصتا، وأن يقدم بعض الحلول بناء على التراكمات. كتعرفوا منذ كان التحليل النفسي ومنذ كان الفلاسفة عند التوسار كتلقى واحد البحث، ولكن دائما الجانب التطبيقي حاضر. وما أحوجنا لأن يكون الباحث، وهنا جو تيرمين، أن يكون الباحث قريبا من الدكتور الذي يسير عيادة كي يقترب من المعاناة الحقيقية المختلفة التي يعيشها كل من تتكسر مرايا صحته النفسية. شكرا لكم. Merci, Dr. Omar, pour le... Comment tu as pu suivre en arabe sans la traduction? Je pense que je peux traduire. Hein? Merci. En fait, les orientations étaient très claires et qui révèlent aussi de la nécessité de pouvoir intégrer justement la question de la santé mentale, non seulement dans le contenu des enseignements, mais du point de vue de l'approche, ce qui est fondamental. Et je pense que nous tiendrons compte des recommandations qui ont été faites pour que cette synergie d'action que nous sommes en train de vouloir et de mettre en place d'ailleurs, avec les différents acteurs ici présents, l'UNICEF, l'OMS, vraiment merci pour votre présence, avec le ministère de la Jeunesse et de la Culture, le ministère de la Santé, le ministère du Développement Social, la jeunesse ici réunie, les praticiens, mais également les experts en matière de droits de l'homme, parce que c'est une dimension fondamentale. Je pense que nous avons une lourde charge à ce jour de célébration. Bien sûr, c'était le 10 octobre, mais l'ISESCO l'a célébré le 17, profitant du vendredi, qui est également un jour béni pour que cette question de santé mentale, qui nécessite également la prise en compte de certaines valeurs, de certaines attitudes en matière de compassion, en matière de solidarité, en matière de piété, en matière d'humilité, en matière de solidarité. Je pense que c'est des valeurs extrêmement importantes qui sont très chères à la religion, bien sûr à l'islam, également aux autres régions, pour qu'on aille vers un mieux-être avec, je dis, une humanité plus saine, avec des citoyens et des citoyennes mentalement stables, ce qui est mentalement équilibré, ce qui nous permet de pouvoir atteindre les différents objectifs et bien sûr les différentes stratégies. Vous me permettrez de magnifier la présence de notre doyen Jamal Eddine, qui a dirigé pendant longtemps la faculté
des lettres et sciences humaines de l'Université Mohamed VI. Doyen, c'est un plaisir de vous avoir ici. Merci de cette fidélité. Hedi, je pense qu'on peut demander juste à nos panélistes de dire un mot en matière de conclusion qui symbolise non seulement la santé mentale, mais qui donne un espoir du point de vue des jours à venir. Un mot qui caractérise cette question de santé mentale. Hedi, la parole est à toi. Ben, bien sûr. En fait, moi, je procéderai par un vote. Pensez-vous que les actions parlent plus fort que les paroles? Si c'est oui, please, levez la main. Est-ce que les actions parlent plus fort que les actions? Les paroles, pardon. Alors, effectivement, oui. Moi, ce que je demande autant que jeune, moi, je ne suis pas experte, je ne peux pas donner des initiatives, rien du tout. Moi, ce que je demande, c'est qu'on implémente tout ce que les experts ont dit, mais aussi d'avoir confiance aux jeunes. Parce que les actions qu'ils vont implémenter et entreprendre aujourd'hui, ils vont sûrement bâtir l'avenir qui est demain. Donc, je vous remercie. Et une chose que je dis souvent, on dit souvent que les jeunes d'aujourd'hui sont les leaders de demain, mais on oublie que nous sommes déjà dans demain et qu'il faut vraiment qu'on donne le flambeau aux jeunes. Donc, ayez confiance en nous et nous pouvons qu'espérer un avenir excellent. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le directeur de la direction de la jeunesse au ministère de la jeunesse au ministère de la jeunesse du Royaume du Maroc. À vous la parole. ككلمة أخيرة في هذا الملتقى يجب الحرص على تحقيق غاية كبرى، وهي خلق الصلة ما بين الأطفال والمراهقين والشباب وأسرهم ومجتمعاتهم المحلية، وهذا لن يتأتى إلا عن طريق الالتقائية في العمل بين القطاعات الحكومية المعنية وجميع الأطراف والشركاء المهتمين بهذا الموضوع من أجل غد أفضل لهذا الوطن. شكرا. Je dirais que, en guise de conclusion, que la santé mentale, c'est le produit de beaucoup de déterminants, dont l'essentiel sont des déterminants sociaux. C'est lié à la personne, ses capacités de résilience, etc. Mais c'est surtout lié aux déterminants sociaux. Quand on parle de déterminants sociaux, bien sûr, c'est l'environnement familial, c'est les relations, le capital social dans le sens sociologique du terme. C'est également la situation vis-à-vis de l'emploi, c'est la situation sociale, c'est le quartier où on vit, c'est les politiques publiques, etc. Donc, c'est beaucoup de choses qui sont à l'origine du niveau de la santé mentale dans un pays. D'où l'importance de la collaboration de toutes les parties qui sont concernées, tous les secteurs, pour pouvoir donc améliorer le niveau de la santé mentale et promouvoir cette composante essentielle de la santé, mais également du développement, parce qu'on dit qu'il n'y a pas de santé sans santé mentale, mais il n'y a pas de développement sans santé mentale. C'est pour cela que la santé mentale a été intégrée dans les objectifs du développement durable. Et d'ailleurs, il y a un indicateur, une cible, dans l'indicateur qui est lié à la santé, qui spécifie la notion du bien-être, et donc qui est lié à la santé mentale. Donc, à ce titre, à cet égard, juste comme information, une note positive, c'est que le ministère de la Santé, il va prochainement publier une stratégie, un plan stratégique multisectoriel qu'on est en train d'élaborer avec l'appui de l'OMS. Et je saisis l'occasion pour donc remercier l'Organisation mondiale de la santé, le bureau de Rabat, de son appui continu. Donc, il y a une situation de la santé mentale au Maroc, une analyse profonde et donc globale de tout le système de la santé mentale.
et une stratégie sera élaborée. Et dans le cadre de ces stratégies, déjà, nous avons des orientations. C'est qu'on va avoir des pistes de collaboration avec les départements qui sont concernés par la santé mentale dans le ministère de la Solidarité, le ministère de la Justice, le ministère de l'Intérieur, etc. D'autres départements qui sont concernés par la santé mentale. Merci beaucoup. Yeah, thank you so much. So important so far what we've heard. And I think if I was to choose one word to end the intervention I've provided, it would be urgent. وجربت ألاقي الكلمة بالعربي يعني إشي مهم، إشي ضروري، إشي لازم نشتغل عليه مع بعض ويكون إشي فعال. بس the word urgent is so important. Not because sometimes in an emergency it's the first thing you do, but it's because the thing you have to keep in mind because it may be critical and life-saving 3 months after an emergency occurs. It's urgent because we're all here and we have the resources that we need. So it's not something that we need to wait for finances. We can use finances as they come, but we have the resources we need. It's urgent because in 2019, in the Middle East, North Africa, 4,390 children between 10 and 24 died because of suicide. That's at least that number, based on the research that we've completed. 66% were boys, 34% girls. And when we asked young people themselves, and we showed them the statistics that we've identified and shared in our recent collaboration with WHO, they said, you only see the tip of the iceberg. So it is urgent, as you suggested, that we act and that we bring together all of our resources and move forward together. Thank you. Dr. Iman, à vous la Merci parole. beaucoup. Thank you, Dr. Maha, for emphasizing the urgency of the action that we need to take. It's really important. Ceci dit, je réitère que l'OMS continue et continuera à accompagner le Maroc dans sa refonte du système de santé et dans la réforme du système de la santé mentale spécifiquement. Et bien sûr, ceci ne peut être fait qu'en partenariat avec les agences onusiennes, les départements ministériels, les communautés, les sociétés civiles et les sociétés savantes. C'est une action multisectorielle qui doit s'instaurer et on doit tous être solidaires pour ça. Merci beaucoup. Professeur Omar Halli, un dernier mot. Un dernier mot. Tellement on a apprécié votre prise de parole tout à l'heure, on est encore gourmand. أنا أعتقد أن الكلمة التي أشار إليها الأستاذ الفاضل من وزارة الشباب التلقائية وأكدتها المداخلات الأخرى. نحن في حاجة في الصحة النفسية أن نكون يقظين على الدوام وأن نعتمد التلقائية بمفهومها التكامل الحقيقي ونكون مرة أخرى يقظين حتى نصون هذا المجال الذي كما قلت ليس سهلا ولكن يحتاج إلى هذه اليقظة الاجتماعية النفسية المؤسساتية وهذه التلقائية التي نبحث عنها جميعا. شكرا لكم. Merci pour ce dernier mot. Soyez rassurés de l'engagement, de la disponibilité de l'ISESCO à continuer les discussions, bien sûr, suite aux recommandations que vous venez de formuler, de vos précieuses orientations qui nous permettra de mettre en place un dispositif plus renforcé, plus harmonisé et plus inclusif en matière de santé mentale. Merci. Et je profiterai de l'occasion pour remercier aussi nos collègues et particulièrement
Mohamed Khedi Cheli et Kaïs Hamami, qui ont fait partie avec moi du comité que le directeur général avait mis en place justement pour le suivi de la qualité du guide sur l'accompagnement psychosocial que l'ISESCO a élaboré par le biais d'experts de haut niveau qui ont travaillé sur ce guide pendant presque 1 an et demi. C'était des discussions juste pour qu'on arrive à avoir un résultat qui peut intégrer à la fois un diagnostic sur la situation internationale en matière de santé mentale, mais également avec des orientations pratiques. Ce guide n'était qu'un guide d'orientation, sachant que nous allons travailler pour un guide plus opérationnel, un réel guide justement en matière d'accompagnement psychosocial. Merci encore. Thank you so much. Shukran. Fahmida, la parole est à toi pour la suite. Merci. Thank you so much for this rich and engaging discussion, and we have definitely learned a lot from this multi-sectoral perspective. And of course, for the celebration of the ISESCO Year of Youth, it was very well represented with our youth representative in the panel. We once again, on behalf of all the participants, thank all the panelists, and especially the moderators, Mr. Mohamed Hedi Sheli, the Director of Legal Affairs, and Mrs. Ramata Al-Mami Ambaye, the Director of SHS at ISESCO. Thank you once again. At this point, we are almost at the very end of our program, but before we go for the concluding remark, we have a special video message from His Excellency, Mr. Timur Sulaimanov, who is the assistant to the President of the Republic of Tatarstan and head of the first movement of youth and children in Russia. Can we please have the video to be shared with our audience, please? I would like to greet this great initiative of ISESCA of celebrating World Mental Health Day. We think it is extremely important to create inclusive environment for all the youth, adults and families, especially with disabilities, because it is an environment of mutual cultural respect. In Tatarstan, we pay great attention to that topic. We have our psychological youth centers that support especially teenagers to have a sustainable ground that make them find right way, right path in difficult situations. It is extremely important to have this platform, and I think ISESCO does great work. And again, greetings and thank you for this opportunity being a part of this day and this project. Thank you, Mr. Timur Sulaimanov, for sharing your special remark with us on this important celebration. At this point, we are very end of our program, and for the conclusion, I would hand over to my colleague, Dr. Just Joris Tindipote, who is the expert at Human and Social Sciences sector at ISESCO. Thank you, Fahmida. Mesdames et Messieurs les directeurs des secteurs de l'ISESCO, Mesdames et Messieurs les représentants des ministères, Madame la représentante de l'UNICEF, Madame la représentante de l'OMS, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, chers jeunes, dans l'esprit des célébrations, des journées, mais aussi des semaines et des années proclamées par l'ONU, nous pouvons nous féliciter à l'issue de cette table ronde organisée par l'ISESCO d'avoir réitéré la sensibilisation sur la prise de conscience de l'importance de la santé mentale. La santé mentale est en effet un droit humain fondamental pour tous, et particulièrement pour les enfants, les jeunes et les femmes, qui constituent une catégorie sociale particulièrement vulnérable. Problème de santé publique mondiale, la prévention, mais aussi la prise en charge de la santé mentale, particulièrement des enfants, des jeunes et des femmes, nécessite une coalition multi-acteurs
et multi-partenaires. L'ICESCO, avec à sa tête son directeur général, son Excellence le docteur Salim Al-Malik, est un acteur et un partenaire qui entend contribuer à la prévention et à la prise en charge de la santé mentale. À l'issue de cette table ronde, l'ICESCO et son directeur général se félicitent d'avoir posé les fondations avec ses multiples partenaires d'une synergie d'action pour une initiative globale en faveur de la prévention et de la prise en charge de la santé mentale des enfants, des jeunes et des femmes. Je vous remercie. Alors, à l'issue donc de cette table ronde, je vais demander donc aux personnes sur l'estrade de rester sur place pour une photo de famille. Merci.